replay sur arte.tv. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et voilà des nuits entières de binge-watching, c'est-à-dire de regarder ces séries à la suite qui s'annoncent pour une série qui s'annonce tout simplement géniale. Alors, il n'y a pas que les films ou les séries qui peuvent raconter de belles histoires, les médias peuvent le faire aussi. Nous ne sommes pas obligés de vous rapporter que les problèmes et les crises. Nous devons le faire pour vous informer, mais nous pouvons aussi rapporter ce qui marche, les solutions qui émergent et les trains qui arrivent à l'heure, parce que ça aussi, c'est de l'info. Être positif ne signifie pas être naïf. L'optimisme repose aussi sur des preuves, sur des faits que les médias peuvent contribuer à mettre en lumière. On appelle ça le journalisme de solution. Et par les temps qui courent, ou plutôt qui tremblent, cette information positive et constructive est sûrement nécessaire. L'ONG Reporters d'Espoir a justement pour but de mettre en avant cette forme-là de journalisme. C'est à une journaliste qui en est membre que je laisse donc avec plaisir le plateau pour un dialogue qui nous concerne tous et toutes. Pour mieux définir ce rôle positif des médias, elle reçoit Serge Michel, prix Albert Londres et fondateur Daily News, un site suisse de journalisme positif, ainsi que Cyril Franck, directeur de l'ESJ Pro et du site Médiaculture. Je vous laisse donc au bon soin d'Isabelle Giordano. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Il paraît qu'il y a plus de 5000 personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Je suis ravie en tout cas qu'ils puissent vivre ce moment de réflexion sur le journalisme positif. Quand on dit journalisme positif, on a l'impression que les deux mots ne peuvent pas aller ensemble. Je suis très heureuse d'en parler avec Serge Michel qui est, je crois, en direct de Suisse, de Genève peut-être. Bonjour. De Genève, exactement. De Genève. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, ravie. On va pouvoir effectivement vous questionner sur votre nouveau site d'information AD News et bien sûr sur votre parcours. Et comme Alexandre Kouchner l'a dit, ancien prix Albert Londres, donc on sera très heureux d'avoir votre expertise. Mais je me tourne peut-être d'abord vers vous, Cyril Franck. Je disais que ces deux mots peut-être n'allaient pas bien ensemble, et pourtant si, et ça vous semble même être une urgence et une nécessité de parler aujourd'hui de journalisme constructif ou journalisme positif. Pourquoi est-ce que c'est une urgence ? Justement, je pense qu'il faut distinguer les termes de constructif de positif. D'accord, très bien. C'est très important. Pour moi, c'est vrai que le journalisme n'est pas forcément positif, parce que oui, on est aussi des lanceurs d'alerte, il y a aussi des tas de problèmes qu'il faut commencer par dénoncer. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à changer par rapport au journalisme traditionnel. En revanche, là où il y a une urgence, c'est effectivement d'apporter plus que simplement le constat d'un problème, mais aujourd'hui, essayer de trouver ensemble, et je dis bien ensemble, avec les lecteurs, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, des solutions, ou en tout cas une tentative de solution, parce que là aussi, il n'y a pas forcément de solution. En tout cas, pas de solution simple ni immédiate. Mais en tout cas, voilà, essayer d'être dans une démarche vraiment constructive, pour le coup, ça c'est vraiment un terme que j'apprécie, et pour lequel il peut y avoir des solutions. Et donc, les termes sont importants. Et on verra dans un instant comment est-ce que les médias peuvent avoir un vrai rôle et un impact sur la société et sur leur public. Mais restons dans des questions de définition, parce que c'est vrai que quand on parle de ce journalisme constructif, on a un peu l'image d'un journalisme un peu bisounours, un journal des bonnes nouvelles qui nous serait délivré comme ça tous les jours. Est-ce que là encore, vous pourriez nous dire s'il s'agit juste d'un effet de mode, d'une petite tendance, d'un vrai journalisme qui existe dans les pays anglo-saxons, et peut-être même un mouvement de fond qui s'accélère avec l'époque actuelle, avec la pandémie, la crise que l'on vit, et avec une espèce j'ai envie de dire une hyper-offre d'annonces anxiogènes. C'est vrai qu'il y a... Alors c'est vrai qu'à l'origine, c'est peut-être une tendance anglo-saxonne, mais elle se développe quand même depuis une dizaine d'années, voire plus en France. Reporters d'Espoir existe depuis 15 ans. Elle commence vraiment à devenir une nécessité. On commence à vraiment en parler dans tous les grands médias. Cette année, la France des Solutions, l'événement annuel organisé par Reporters d'Espoir, a réuni plus de 50 médias. Et des plus grands aux plus petits, ce qui veut dire que c'est plus simplement une lubie, il y a vraiment un mouvement de fond. Et pourquoi c'est une urgence ? Eh bien, c'est effectivement ce que vous avez dit. Il y a une forme d'angoisse qui est très importante du fait de plein de choses qui datent d'avant la crise du coronavirus, qui datent du moment où il y a eu des crises économiques, des problèmes sociétaux, des problèmes sociaux, des problèmes liés à des incertitudes qui augmentent. Et aujourd'hui, l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur a besoin qu'on lui apporte aussi
des réponses, ou en tout cas des tentatives de réponse. On ne peut pas être simplement... Il y a une forme de refus de l'impuissance. Voilà. Et les études le montrent. Malheureusement, effectivement, il y a de plus en plus de monde qui se détourne de l'information. Le Reuters Institute, dans une étude de 2019, avait montré qu'il y avait 32% des personnes qui étaient interrogées qui disaient se mettre en distance de l'information, s'éloigner véritablement, ne plus regarder, ne plus suivre l'actualité, parce que ça les mettait dans un état dépressif, psychologiquement compliqué, et surtout avec l'impossibilité de se dire à quoi ça sert. Si on doit finalement tous y rester d'une façon ou d'une autre, je préfère ne pas en souffrir. Voilà, donc c'est vraiment une nécessité pour raccrocher les citoyens à l'actualité et justement leur permettre aussi de se rapprocher de la chose politique, de la chose publique, parce que c'est ça aussi le métier de journaliste, c'est d'être un intermédiaire entre les institutions, les politiques et les citoyens. Donc on est au cœur de notre problématique et de nos objectifs traditionnels en fait. On va y venir avec Serge Michel, parce que ce que vous dites induit l'idée que le journaliste pourrait devenir une sorte de passeur, voire de médiateur. Est-ce que face à cette défiance que l'on voit aujourd'hui, le fait que les gens ont une véritable défiance vis-à-vis des médias, Serge Michel, est-ce que vous pensez qu'il faut un nouveau journalisme? Et est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire avec votre nouveau site d'information AD News? Alors écoutez, il y a beaucoup de sujets en même temps. C'est évident, enfin, nous on revendique, je rejoins tout à fait les termes utilisés, donc on ne revendique pas un journalisme positif, on revendique un journalisme constructif. Et j'appellerais ça plutôt un journalisme à spectre large. C'est-à-dire que pour moi, le fait de chercher des solutions dans certains sujets, c'est élargir le champ de l'investigation et de l'enquête. Et c'est, voilà, je pense que les médias se sont longtemps concentrés sur les problèmes, que voilà, dénoncer des scandales, dénoncer des dysfonctionnements, ça a été une des grandes activités journalistiques depuis toujours. Maintenant, d'enquêter sur les solutions, c'est élargir le spectre, c'est faire à la fois, enfin, et moi, on n'est pas un média de bonnes nouvelles du tout, c'est-à-dire on fait des enquêtes. Là, je reçois ce matin une lettre d'avocat parce qu'on a publié des informations embarrassantes pour une personnalité politique suisse et qui nous poursuit, qui va déposer plainte. Donc, on a tout à fait cette activité classique d'enquête et de recherche et d'explication et de pédagogie, tout ce qu'on veut, mais on aborde aussi les solutions. Et ça, pour moi, ça fait partie du métier, ça, si vous voulez. L'enjeu de ID.News, c'était pas seulement de dire on va faire du journalisme constructif, c'était de dire on va établir un média dans un paysage où il y en avait d'autres, et donc il fallait trouver notre raison d'être. Et ça, c'est bâti depuis, enfin pour moi personnellement, depuis des années de réflexion. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que ce média sera accepté, d'une part, et d'autre part, comme les modèles économiques des médias sont en évolution, que la publicité a déserté d'une certaine manière les médias classiques parce qu'elle a été captée entièrement par Facebook ou Google et d'autres plateformes. Et alors, on est arrivé à la notion d'utilité. Un média sera souscrit, les abonnés vont accepter de payer pour un média parce qu'il est utile. Et dans cette utilité, je trouve que le mot constructif joue son rôle. C'est-à-dire, le média m'est utile parce qu'il m'explique des choses et il est utile parce qu'il m'ouvre des possibilités. Je pense aussi, comme ça vient d'être dit, que le média, pardon, j'ai mes écouteurs qui tombent, le média... voilà. J'en profite peut-être pour vous faire préciser, est-ce que tous les médias ne sont pas justement utiles? Nous sommes ici dans une grande maison à Radio France, un média de service public. Ça paraît être une définition du journalisme, non, d'être utile? Pour vous, tous les journaux ne sont pas utiles? Je ne veux pas critiquer des confrères et ce n'est pas du tout l'intérêt, mais je pense que les lecteurs, en tout cas dans mon pays, la Suisse, voilà, les abonnés se sont raréfiés pour les titres traditionnels. Donc, ils ont quelque part, je sais pas, l'utilité, par exemple, d'avoir des nouvelles, qui était quand même ce qui était le fonds de commerce de beaucoup de titres, eh bien, a diminué parce que les nouvelles viennent de partout. Donc, pourquoi est-ce que je m'abonnerais à la Tribune de Genève? Parce que ce qu'elle me donne, ça ressemble à ce que je peux avoir sur mon fil Facebook et sur la radio, etc. Donc, je pense que non, la notion d'utilité, elle est absolument centrale pour un média. Et pour moi, cette utilité recoupe le constructif. Le constructif parce que
j'ai été donc dans des fonctions précédentes, j'étais directeur adjoint des rédactions au journal Le Monde, et puis j'ai été rédacteur en chef du Monde Afrique. C'est une édition africaine du Monde que j'ai lancée en 2015 à l'intérieur du journal Le Monde, et je me suis livré à un certain nombre d'expériences. Par exemple, Afrique, famine, famine, sécheresse, il y avait évidemment beaucoup de journalistes libres ou extérieurs qui me proposaient des reportages sur la sécheresse dans tel ou tel pays d'Afrique. Et puis, quand vous êtes rédacteur en chef, vous vous dites, voilà, c'est difficilement un scoop de dire, voilà, je vais faire un reportage sur des bergers qui n'ont plus de, voilà, où les animaux meurent parce qu'il n'y a plus d'eau, où les paysans qui n'ont plus de, leurs champs sont secs. Et donc, cette expression de la misère du monde et de la misère de l'Afrique en particulier dans ce cas-là, elle est assez classique. Et c'est dur de surprendre un lecteur là-dessus. Et alors, j'ai essayé de faire à ces journalistes qui me proposaient ces sujets, je leur ai dit, OK, tu fais 2 sujets. Tu fais un sujet problème, tu me racontes le paysan dont le bétail est en train de mourir et les champs sont secs, tu me racontes comment il fait pour survivre dans ces conditions extrêmement difficiles. Et puis, d'un autre côté, tu cherches les solutions. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens quelque part qui ont fait ça. Et j'ai fait ça en Éthiopie. J'avais trouvé pour la journaliste qui a fait ça un village qui a décidé de prendre en main cette question de la sécheresse, qui a construit des petits murets pour retenir la pluie, qui a séparé le bétail des champs cultivés, qui a fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'il y avait des arbres au-dessus des champs qui permettaient de garder, que les champs ne soient pas constamment sous le soleil. Et du coup, ce village a réussi à lutter assez efficacement contre la sécheresse et aussi contre l'exode, puisqu'il était menacé de perdre tous ses habitants. Et en fait, j'ai publié les 2 articles le même jour, en même temps, avec la même place sur Internet, et puis dans le journal également. Et figurez-vous que l'article sur les solutions a eu 10 fois plus de trafic et a été ce mois-là, je crois que c'était en 2016, et c'était vers la fin de l'année, ce mois-là, ça a été l'article du journal Le Monde qui a le plus apporté d'abonnements au journal. On peut désormais compter combien de gens s'abonnent à partir de quel article. Et pour moi, c'est des résultats extrêmement intéressants. Ça veut dire que, d'une certaine manière, d'abord, c'était beaucoup plus de travail. La journaliste, pour chercher ce village, pour y aller, pour comprendre les solutions qui étaient mises en place, pour savoir si elles étaient scientifiques ou simplement basées sur une connaissance traditionnelle, elle a beaucoup plus travaillé que de passer une après-midi avec un paysan qui pleure en disant « voilà, mon champ est sec, mes animaux meurent ». Il y a une certaine paresse aussi à traiter les problèmes parce que c'est quelque chose qui est assez établi et il y a des paysans bons clients qui vous livrent les phrases toutes faites pour décrire leur misère. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup plus de travail d'enquête, beaucoup plus de travail de terrain, et puis ça a payé beaucoup plus puisque ça a ramené des abonnés. Et je pense que pourquoi ça marche, c'est parce que ça donne une possibilité d'agir. C'est-à-dire que il y a ce sentiment d'impuissance de l'audience devant des problèmes qui se multiplient, des pandémies, des sécheresses, une globalisation qui est parfois à des côtés très, très violents. Et puis, les articles qui éclairent les solutions, qui enquêtent sur les solutions, redonnent du sens au fait d'être un citoyen, le fait d'être une personne qui apprend, une personne qui découvre. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Je pense que si vous assénez des problèmes à longueur de journée, vous avez une audience plutôt passive et désespérée. Si vous cherchez des solutions avec elle, et parfois des solutions peuvent être amenées par les lecteurs également, on a des formats qui sont participatifs, alors vous redonnez du sens à la citoyenneté et vous redonnez de l'intérêt au journalisme. Vous avez donné en tout cas un exemple extrêmement probant et très très intéressant, cet exemple éthiopien. Je pense que vous en avez d'autres aussi. Vous avez cité l'ONG Reporters d'Espoir. Ils ont effectivement beaucoup d'exemples de ce type et des expériences menées par des quotidiens comme Nice Matin, où on pourrait citer aussi La Montagne, qui fait beaucoup de travail participatif avec ses lecteurs pour notamment trouver des solutions sur les infrastructures, les moyens de transport. Cyril Franck, est-ce que vous avez des exemples un petit peu comme celui qu'on vient d'entendre en Éthiopie ? Oui, alors des exemples, il n'y en manque pas, c'est ça qui est assez fascinant. Ça montre que les journalistes font un choix éditorial et que le journalisme est une construction.
il faut bien prendre conscience de ça. L'effet n'existe pas comme ça, in abstracto. Il y a une ligne éditoriale qui est choisie. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut trouver des tas d'initiatives positives, ou en tout cas constructives, ici et là. Alors, celle que j'ai en tête, c'est La Montagne, qui effectivement, il y a quelques années déjà, depuis quelques années en tout cas, a interrogé ses lecteurs de la région d'Auvergne sur les problématiques qu'ils rencontraient dans le cadre des élections, en l'occurrence municipales, quelles étaient les priorités sur lesquelles il fallait agir. Et donc, déjà une démarche participative où on demande au citoyen lui-même de s'engager, finalement, ou en tout cas de se prononcer, et qui a donné lieu à un certain nombre de réponses, notamment celle qui concernait l'enclavement au niveau du train. Et donc, le problème a été, dans un premier temps, remonté aux politiques. C'est-à-dire que le journal s'est emparé du sujet en disant voilà, il y a un problème sur cette ligne de train Paris-Clermont-Ferrand qui est vraiment terrible. La rédactrice en chef s'est emparée du sujet en disant voilà, régulièrement, il y a un vrai souci, ça a créé des dysfonctionnements, ça a créé beaucoup de frustration, ça a créé aussi un problème de développement économique pour la région, etc. Et ça, c'était la première étape. Et ils ont poursuivi, ils ont donc dit bon, ça, c'est notre rôle, on va dire, de médiateur, mais est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin dans le côté constructif? Et c'est là où ils vont même presque jusqu'à l'action, puisqu'ils ont confronté finalement les politiques et les institutionnels, donc le président de la SNCF de l'époque, Guillaume Pépi, pour lui dire, voilà, maintenant, quels engagements vous prenez par rapport à ce problème? Ils les ont confrontés, ils les ont invités à des débats participatifs là aussi, ils ont fait des émissions, ils ont récupéré les informations pour les publier. Et ce qu'on constate aussi, c'est effectivement qu'en termes de diffusion, ça a très bien fonctionné. Mais au-delà même de la diffusion, donc là c'est vraiment la question économique des journaux, l'engagement, l'attachement à la marque média est en train de considérablement évoluer. C'est-à-dire que le journaliste distant qui simplement se fait le relais d'un problème, c'est plus possible aujourd'hui. On a besoin de personnes. Si on veut, à mon avis, sauver vraiment les médias, c'est créer des communautés engagées, une forme d'assentiment et de projets collectifs. Et lutter donc contre ce problème quand même de défiance qui est très fort vis-à-vis des médias. Mais tel que ce journalisme que vous appelez donc à spectre large, est-ce que c'est un nouveau journalisme ou est-ce que finalement c'est quand même quelque chose qui a plus ou moins toujours existé? Est-ce que nos amis de 5 colonnes à la une ne pratiquaient pas déjà cette forme de journalisme ou est-ce que c'est un journalisme qui correspond à une nouvelle époque? Serge Michel? Non, je pense que c'est assez nouveau. Pardon, il y a sans doute des exemples qui vont être proposés par des émissions plus anciennes, 5 colonnes à la une et autres, mais je pense que vraiment une des mamelles du journalisme jusque dans les années 2000, c'était vraiment ce rôle de chien de garde, de contrôle des institutions et d'une certaine manière, voilà, sur l'Afrique, par exemple, la raison d'être du Monde Afrique, c'était d'élargir le spectre. Il y avait un traitement de l'Afrique au monde qui était excellent, mais qui était très concentré sur les conflits, sur les coups d'État, sur les maladies, sur les sécheresses. Et du coup, on appelle ça breaking news aussi. C'est ce qui fait vibrer. C'est voilà, un drame, une guerre, et du coup, je pense que les journalistes se sont dit, voilà, c'est ça être journaliste. Moi, je veux être reporter de guerre, je veux porter un gilet multipoche et je veux être dans des terrains dangereux et je sortirai ma plume pour écrire quand il y aura des balles qui siffleront autour de moi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une opposition pour vous ou est-ce que c'est différent, le journaliste lanceur d'alerte tel que vous le décrivez avec son gilet multipoche, il est différent du journaliste qui pratique ce journalisme à 360 degrés? Moi, je crois pas. Je crois que c'est le même. Un bon journaliste, c'est un bon journaliste. Et quand il y a une guerre, il fait la guerre. Mais enfin, il fait pas la guerre, il la raconte. Mais ensuite, il est capable de s'intéresser aussi à autre chose. Je pense aussi que les journaux se sont enfermés dans des silos. C'est-à-dire, vous aviez un service étranger qui faisait que de la news politique à l'étranger. Vous avez un service culture qui faisait que de la culture à Paris. Vous pouvez avoir il y a des phénomènes culturels à l'étranger qui étaient sous-traités parce qu'il y a des silos, il y a des services, et puis dans son service, on fait ça et pas autre chose. Les services dans les grands journaux ont toujours été très compartimentés, et ils étaient un peu en concurrence les uns contre les autres, et donc si vous étiez rattaché à tel service, vous n'étiez pas censé faire autre chose. Et je pense que là, honnêtement, la remise en question assez complète de l'industrie des médias par le modèle économique qui change, et notamment l'aspiration de la publicité par des plateformes en ligne, eh bien, ça repose aussi la question de comment on travaille dans les rédactions. Alors,
À ID News, c'est peut-être plus facile. On a monté une toute petite équipe. On est parti sur des thématiques comme la science et la santé pour démarrer. Ensuite, on a ajouté le climat, l'innovation. On a ajouté voilà, deux, trois autres choses. Et puis, désormais, on fait beaucoup plus. On s'autorise de sortir de ces domaines également. Mais on a fait un média, si vous voulez, en construction par Lego. C'est-à-dire que quand j'étais au Monde, il y avait 300 journalistes d'un côté du côté journal, et puis une centaine de journalistes côté du site. Et puis tout l'effort depuis 10 ans, c'est d'assemblée. Donc ça fait 400 personnes. Et à 400 personnes, je sentais que c'était bien, c'est incroyable cette force-là, mais le Guardian, ils sont le double, le New York Times, ils sont le triple. Et donc, pour faire vraiment tout le travail possible, il fallait vraiment des effectifs importants. Avec ID News, on a commencé à 5-6, et puis aujourd'hui, on est 12 journalistes. Alors, évidemment qu'on ne peut pas tout traiter, que ce soit le foot ou la guerre au Yémen ou l'actualité de la pandémie. On n'arrive pas à 12 personnes à tout faire. Et donc, on a fait des choix, et on a fait dans chaque choix le choix de tout faire. C'est-à-dire que quand on traite la surcharge des hôpitaux avec la pandémie, on le traite aussi côté solution et pas seulement côté problème. Et c'est ça qui, je pense, c'est ça qui a marché. Et c'est comme ça qu'on a pu s'installer dans le paysage et se développer. Et j'ai moi-même eu assez peu de temps, pardon, pour préparer ce débat parce que ID News vient d'être racheté par une fondation qui rachète aussi le journal Le Temps. Le Temps, c'est un peu le journal de qualité en Suisse romande, un peu l'équivalent du Monde, mais forcément rapporté à la Suisse et à la Suisse francophone qui fait 1,5 million, 2 millions de personnes. Et c'est votre modèle économique. Et j'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent à jeter un petit coup d'œil sur votre site, ID News, qui fonctionne avec un système effectivement d'exploration, de flux. Et on voit bien que vous faites des choix éditoriaux, en tout cas des choix de sujets bien précis. Je voudrais, puisqu'on a quand même peu de temps, quand même qu'on essaye de brasser toute cette notion de journalisme constructif et de voir jusqu'où ça nous amène. J'ai parlé peut-être d'un nouveau journalisme. Vous qui êtes directeur d'une école de journalisme, est-ce que vous voyez cette jeune génération être demandeuse justement de ce type d'information, ou est-ce qu'au contraire vous êtes face à des jeunes qui s'affichent comme journalistes militants? Moi j'en connais certains qui se disent c'est normal, quand on est journaliste on est forcément militant, ou est-ce qu'au contraire ils sont dans cette démarche que vous avez un petit peu décrite tout à l'heure, une espèce de co-construction avec le lecteur? Alors c'est assez juste, il y a aussi ce genre de profil. Il y a de tout. Il y a un peu de tout, oui. Ouais. La première chose, c'est que je dirais qu'effectivement, c'est l'atout de la jeunesse, c'est qu'on a affaire à des jeunes étudiants qui ont envie que ça change. Donc il n'y a pas ce côté désespérance qu'on peut sentir un peu émaner dans toute la société, une espèce de collapsisme, on parle de collapsologie. C'est pas le cas. Donc il y a vraiment une envie de faire que les choses, trouver des solutions, c'est quelque chose qui leur est naturel. Ouais. Et c'est quelque chose que ressentent aussi les journalistes qui travaillent avec la presse jeunesse, comme des gens chez Phosphore ou Le Monde des ados, qui montrent que effectivement c'est ce qu'attendent les lecteurs, c'est vraiment d'avoir des solutions ou en tout cas des choses constructives. Donc il y a cette envie. Après, certains vont parfois un peu loin, c'est vrai. Il y a une fameuse distance à trouver entre l'engagement sur la tentative de trouver des solutions, ou en tout cas de construire des choses, et puis l'engagement purement militant, qui lui est un choix qui pour moi, je considère, oblitère un peu une partie de la question. C'est-à-dire que là, on a fait un choix vraiment d'aller regarder un aspect des choses. Et de mon point de vue, ça va au-delà de la mission journalistique qui est à mon avis, plus équilibrée. Mais cette distance, il faut la trouver. Il faut s'appuyer, bien sûr, sur cette envie de construire des choses. Et en même temps, de dire, c'est pas le même métier que d'être militant associatif. Voilà, donc on a aussi ce travail. Vous nous confirmez que cette forme de journalisme, ce journalisme constructif, ça s'apprend. Non seulement ça s'apprend, mais il est également, il fait partie d'une demande aussi de la part de la jeune génération. Alors, la jeune génération et les professionnels, puisqu'on forme aussi beaucoup de professionnels dans les médias, ça s'apprend. En fait, ça s'apprend déjà, ça se distille. La nécessité, il faut déjà convaincre les équipes. Les jeunes journalistes, on n'a pas besoin de les convaincre, il faut même presque les freiner parfois. Mais en tout cas, les anciens, entre guillemets, les professionnels déjà en exercice, eux, il faut déjà les convaincre de la nécessité de faire un pas de ce côté-ci. Et surtout de dire, c'est pas une remise en cause de votre métier, c'est juste effectivement un spectre plus large. Et donc, j'ajouterai une chose à ce qu'a dit Serge Michel qui est très juste, c'est de dire, on a le qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi. Il faut juste ajouter le « et maintenant ».
Et maintenant. Et Donc, maintenant. c'est pas une chose différente. Ah oui, C'est vous juste- rajoutez une question. Voilà, aux c'est juste, fameuses donc c'est vraiment questions, culturel en fait. Et ça commence à l'école et ça se finit avec des formations pour embarquer les équipes et effectivement leur apprendre des tas de choses comme le sourcing, la vérification, la bonne distance, etc., etc. Et maintenant, c'est presque une question philosophique. Alors, Absolument. je ne peux pas m'empêcher non plus de vous poser la question de l'époque, qui est la question des fake news. Est-ce que le journalisme à spectre large ou le journalisme constructif est une réponse aux fake news ou pas? Ou est-ce que ce phénomène va continuer de nous infecter de toutes parts? Je pense notamment à ce documentaire qui a été très très vu, qui s'appelle Hold Up. Oui, alors c'est une des réponses. La problématique, donc le terme de fake news déjà est assez impropre parce qu'il désigne des choses très différentes. En tout cas, la défiance assez généralisée d'une partie de la population qui a l'air de croître vis-à-vis de l'information traditionnelle, des médias traditionnels, elle a aussi une origine qui est liée à la posture du journaliste. Le journaliste sachant qui parle du haut, qui verticalement décerne, distille la vérité. Ça, cette question de la posture, évidemment, à partir du moment où on fait du journalisme constructif avec le lecteur, en s'appuyant sur son expérience, en allant chercher des initiatives locales, en s'appuyant aussi sur une construction collective, elle est une partie de la réponse, bien entendu, bien entendu. Et je veux bien avoir l'avis d'un ancien prix Albert Londres sur cette lutte anti-fake news. Est-ce que ID News peut être une des réponses, ou en tout cas ce journalisme que vous nous avez décrit, à spectre large? C'est très difficile. Hein. Je crois en effet que fake news, c'est beaucoup de choses. Nous, on a fait récemment une enquête qui a fait beaucoup de bruit. C'est qu'on a infiltré un journaliste dans un groupe complotiste, donc très typiquement des gens qui sont très proches de ce que décrit Hold Up comme voilà. De ce que est Hold Up, pardon, c'est un film complotiste. Et nous, on a trouvé un groupe complotiste à Genève et qui était aussi un peu français avec Gilets jaunes dedans. Et on a infiltré quelqu'un qui a passé 2 mois avec eux, qui a sondé un peu leur cerveau et leur stratégie et leur façon de travailler. Et voilà. Et c'est des gens d'abord qui ont beaucoup de succès hein, sur leur chaîne YouTube et tout ça. Et parmi eux, il y a même une jeune femme professeure aussi. Ouais. Voilà, et l'une des activistes, l'une des militantes les plus actives du groupe complotiste, elle est aussi prof dans une école publique à Genève, et donc prof de maths. Et du coup, il a passé 2 mois incognito parmi eux, ensuite il est sorti, et puis il a écrit ces articles qui ont vraiment fait beaucoup de bruit parce que la méthode était un peu spectaculaire, et puis ce qu'il racontait était vraiment intéressant. Donc, je pense que lutter contre les fake news, c'est aussi tenter de les comprendre. C'est rentrer dans cette logique-là et dire, mais comment est-ce qu'on peut en venir à penser que Bill Gates a créé ce virus pour avoir une excuse, pour nous mettre des puces dans le corps et nous suivre dans tous nos mouvements. Comment est-ce qu'on arrive à penser que là, les complotistes, par exemple, ils ont copié-collé les thèses de QAnon, ce groupe américain, et donc ils ont décidé qu'il y avait une Suisse creusée sous la Suisse, avec les mêmes rues, les mêmes magasins, la même Suisse, si vous voulez, mais souterraine, dans laquelle les autorités publiques cachaient les enfants qu'ils arrachent aux familles, et comme ça, les réseaux pédocriminels peuvent aller se servir dans ce vivier d'enfants souterrains. Et donc, c'est du délire, mais en même temps, c'est très difficile de lutter contre ça. Je crois c'est je crois l'Observatoire du complotisme en France, Rudi Reichstag. À cette phrase, il a dit « Lutter contre le complotisme, c'est un sport de combat ». Et je suis assez d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'est simplement en faisant du journalisme constructif qu'on y arrive. Par contre, il faut établir la confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'aimerais ajouter une chose dans ce débat, c'est que une des raisons pour lesquelles les journalistes, disons, traditionnels ont parfois des réserves sur le journalisme constructif, c'est la question de la communication. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'organismes publics et privés, d'entreprises voilà, qui ont des solutions toutes faites, qui vous disent « Ah, il y a un problème pour l'eau dans telle région, on a la solution, c'est de construire une usine de recyclage d'eau, elle coûte tant, etc. » Et il faut se méfier de ça. C'est-à-dire que pour un journalisme constructif, le pire, c'est d'être assimilé à de la communication, à de la publicité. Voilà. Et donc, et je pense que cet équilibre entre journalisme et communication, il est aussi en train de changer à grande vitesse. On observe par exemple ici en Suisse qu'il y a eu un affaiblissement constant des médias traditionnels dans des thèmes spécialisés comme la science, la santé, etc. Et que du coup, toutes les institutions qui traitent de ces sujets-là se sont en parallèle renforcées en communiquant.
Et il y a plein de journalistes qui, évidemment, ont quitté leur job dans les rédactions ou qui se sont fait licencier par des plans sociaux successifs et qui ont rejoint des équipes de communication extrêmement importantes. Vous prenez une université à Genève, par exemple, c'est une vingtaine d'anciens journalistes qui sont désormais communicants. Et quand on est communicant, on ne cherche pas la vérité, on sert l'employeur que l'on a. L'Université de Lausanne, c'est pareil, l'école polytechnique, les hôpitaux, toute institution, même les musées, les théâtres, ils ont tous des équipes importantes de communicants. Et je pense que les communicants sont pas des gens mauvais en soi-même, mais si vous voulez, ils participent à donner une information qui n'est pas motivée par la recherche de la vérité. Et ça participe, je pense, À la défiance. à la défiance. Et on ne Ouais. sait plus qui sert quoi. Voilà. Et franchement, ils font du bon travail. Il y a des excellents journaux universitaires ou fabriqués par les universités pour servir le prestige de telle ou telle institution et de leurs chercheurs et les prix qu'ils reçoivent et les découvertes qu'ils font et les publications scientifiques prestigieuses de leur personnel. Et je trouve ça très bien, sauf que les lecteurs ne savent plus si ça vient d'un journaliste qui s'est dit qu'est-ce qui est vrai ou si c'est un communicant. Et je pense que ça entretient une confusion. Elle est aujourd'hui essentielle et qu'il y a un terrain à regagner pour le journalisme, pour la recherche de la vérité. Et dans la vérité, il y a des solutions. La vérité, c'est pas juste de dénoncer tous les problèmes, tous les scandales. Voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est regagner ce terrain qui a été perdu parce que voilà, si vous faites plus d'informations scientifiques dans une région donnée ou d'informations santé pointues, eh ben, les institutions, les assureurs, les pharmaciens, les hôpitaux, les cliniques privées, etc., vont le faire à votre place et ils l'ont fait. Ils ont engagé massivement. Et aujourd'hui, nous, journalistes, devons regagner une partie du terrain perdu. Une dernière question, mais je vais vous demander une réponse très courte parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Est-ce que vous êtes optimistes tous deux sur le métier de journaliste et notamment sur cette forme de journalisme constructif dont on a parlé depuis tout à l'heure? Peut-être rapidement une réponse de Serge Michel et ensuite vous pourrez conclure, Cyril Franck. Ben, si je n'étais pas optimiste, je n'aurais pas investi toute mon énergie et un peu de mon argent, enfin et tout mon argent aussi en fait, dans un nouveau média ça fait 3 ans qu'on a lancé le truc, ça fait 1 an et demi qu'on est en ligne, et vraiment je suis très optimiste. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et qu'il y aura besoin de plus en plus de journalisme pour le décrypter, pour le raconter, pour l'explorer. Donc moi je suis fondamentalement optimiste. Optimiste, merci. Alors justement, on n'est pas en panne de journalistes. Je crois qu'il y en a toujours autant qui nourrissent les rangs des écoles de journalisme. En revanche, vous avez remarqué, Cyril Franck, que la durée de vie du journaliste, si j'ose dire, elle s'est réduite. Vous pourriez nous expliquer ça est-ce que ça vous rend quand même optimiste sur l'avenir de ce métier? Je suis très optimiste, comme Serge, évidemment, sur ce journalisme-là et sur le journalisme en général. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On voit bien qu'on a besoin plus que jamais d'informations vérifiées, hiérarchisées, de qualité. Donc non, il n'y a pas de souci. Après, on a vraie demande de la part de beaucoup d'étudiants qui veulent rejoindre les rangs des journalistes. La question se pose de la durée pendant laquelle ils vont exercer cette profession. Effectivement, Jean-Marie Charon, sociologue des médias, étudie chaque année l'Observatoire des journalistes et constate effectivement un rétrécissement, un raccourcissement de la durée durant laquelle les gens exercent cette profession, pas parce que le métier est difficile, parce qu'il y a des plans sociaux, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a des cadences infernales, beaucoup sont épuisés parfois par la réduction des effectifs, on leur demande d'être des journalistes couteaux suisses, c'est le cas de le dire, capables de faire tout et n'importe quoi en même temps, de façon simultanée. Donc il y a un épuisement, d'un certain nombre de journalistes dont il faut se méfier. Par contre, je suis absolument convaincu qu'on en a plus que jamais besoin, oui. Et en tout cas, le journaliste couteau suisse, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. C'est peut-être le contre-exemple du journalisme constructif. Je pense que le journaliste omniscient qui serait capable de s'exprimer sur tout, on le voit justement dans cette période de pandémie où les journalistes sont censés avoir un savoir scientifique. Effectivement, il faut aussi savoir le relativiser. C'est ce qu'on voit aussi sur votre site, ID News, c'est qu'il y a une grosse partie scientifique, une grosse partie d'informations scientifiques qui est quand même très très différente, en tout cas beaucoup plus nourrie, de meilleure qualité que ce qu'on peut lire dans la plupart des quotidiens.
Merci beaucoup, Serge Michel, d'avoir été avec nous en direct de Genève. Bonne chance à ID News et bravo encore pour tout ce que vous avez fait, et notamment pour tous ceux qui se souviennent effectivement de votre travail avec Le Monde Afrique et vos reportages en Iran. Je voudrais absolument citer, pour tous ceux qui voudraient poursuivre cette réflexion, je voudrais citer le livre qui est en fait une base documentaire très très nourrie et bourrée d'informations, et notamment très, très nourrie avec des informations venues d'Angleterre et des États-Unis. Je voudrais citer le livre de Gilles van der Potten, qui a un peu théorisé ce journalisme de construction, journalisme constructif. Et le livre est publié donc chez Actes Sud et il est intitulé justement Pour un rôle positif des médias. Imaginez le monde de demain. Merci beaucoup Cyril Franck. Merci à vous. Donc vous allez continuer d'instruire des générations et des nouvelles générations de journalistes et leur apprendre justement qu'il n'y a pas que les fake news et qu'il n'y a pas que les défiances. Ça fait du bien quand même d'avoir entendu vos 2 témoignages qui étaient plutôt optimistes sur l'avenir du journalisme, malgré quand même cette période qui n'est pas du tout quand même, qui est quand même très anxiogène. Donc on terminera là-dessus, peut-être sur cette idée que vous êtes optimiste pour l'avenir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, absolument. Ouais. Et pas de journaliste coutu suisse. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Alexandre Kouchner, qui est derrière moi. Voilà, je cherchais du regard. Merci beaucoup et merci pour tous ceux qui nous ont suivis sur ce sujet important. Merci à Isabelle Giordano et à ses invités de nous avoir démontré que les bonnes nouvelles sont encore possibles. Et oui, effectivement, aussi difficile que cela puisse paraître ou difficile à croire là tout de suite maintenant, demain sera peut-être plus léger et le journalisme doit prendre sa part à faire rechanter les lendemains. C'est un début de Médias en scène et nous allons continuer à y réfléchir ensemble. Dès cet après-midi, nous aborderons les sujets cruciaux de la diversité dans les médias, de la désinformation et des nouveaux formats. On parlera de Trump, de Twitch, de démocratie, de confiance, de vous, de nous. Franchement, ça va être génial. Alors rendez-vous ici même à 14h pour la suite de Médias en scène. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure.